Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Passini. Salut Guillaume. Salut Johan et bonjour tout le monde. Alors Guillaume, aujourd'hui on va évoquer l'arrivée de Roberto Mancini comme sélectionneur national et de Claudio Ranieri comme directeur technique de la FIGC après des jours de grand n'importe quoi. En gros, notre football italien nous habitue assez régulièrement à ne rien programmer, à changer d'avis comme de chemise, ça n'a pas loupé non plus avec la Nazionale. On pensait que la voie était toute tracée avec Paolo Maldini, avec Leonardo, avec donc le choix d'Andrea Pirlo. Et puis finalement, ça a bougé. On va essayer d'être organisé parce qu'il y a pas mal de ramifications autour de ce podcast-là. Ce que je te propose dans un premier temps, Guillaume, c'est de réévoquer un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé au sein de la fédération et de la Nazionale, alors plus autour de la sélection italienne. La fédération Malago, on n'a pas besoin d'y revenir pour l'instant, mais on avait quand même commencé, Guillaume, avec un duo Maldini-Leonardo qui était donc chargé de trouver un nouveau coach, qui avait mené des entretiens avec Pep Guardiola, qui avait ensuite négocié avec Carlo Ancelotti aussi, ou en tout cas des approches avec Carlo Ancelotti, avant que ça soit Pirlo. C'est ça la première étape qu'on a eue au sein de la fédération. Ouais. Si on refait un peu le film, on peut même dire que Malago a mis 15 jours à convaincre Maldini quand même de venir. Ça avait été assez long. Maldini a accepté, honnêtement, sans grand enthousiasme. Ouais. Moi, quand j'ai vu la conférence de presse, 3-4 jours après l'élimination avec Leonardo, Malago, je sais pas, je l'ai pas trouvé très enthousiaste de la situation. Il parlait d'un projet de 8-10 ans. Voilà, on voyait bien qu'il y a quelque chose quand même qui n'allait pas. Et oui, donc Maldini s'est tiré un peu une balle dans le pied aussi en annonçant que il avait contacté Guardiola, il avait contacté Ancelotti. Guardiola finalement a dit non, ce à quoi on pouvait s'attendre. Et finalement, donc, c'est en tout cas le choix de Leonardo et Pirlo, on va dire les nouvelles têtes pensantes du foot italien. Ça a été Andrea Pirlo. Et Andrea Pirlo, c'est un nom qui a suscité beaucoup de crispation, tant de l'opinion publique que chez les observateurs, chez les spécialistes, même au sein même de la FIGC, dans la Lega de Serie A, la présidente de club de Serie A. Et finalement, Johan, et là je te renvoie à la patate chaude, c'est là qu'on a, on va dire, déterré le fond de bet gate, on pourrait l'appeler comme ça, où en fait, Andrea Pirlo était ambassadeur global de Fondbet, qui est une société qui remonte aux années 90 et qui est une des plus célèbres en Russie de paris sportifs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que alors soit la fédération suit pas trop ce qui se passe à ce niveau-là, mais on le savait que Pirlo était avec Fondbet, tout comme Malago on sait que savait pas. Il a, ça me paraît. En tout cas, il a répété en conférence de presse Oui. De présentation on va dire de Mancini, quand il l'a annoncé mardi, il a dit j'étais pas au courant de ça. Voilà, en tout cas, sa version. Ce qui semble un peu bizarre parce que ça avait quand même déjà fait la polémique, tout comme quand Totti est allé à Moscou pour aussi une histoire de ambassadeur ou d'une marque russe. Je sais plus si c'était des paris sportifs, je me souviens plus trop, mais Totti avait fait ça. Materazzi a fait ça aussi. Il était avec Pirlo d'ailleurs. Voilà, les champions du monde 2006 se régalent bien avec la Russie. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Cafu, je crois, au Brésil, qui est aussi dans ce type de deal-là. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est moi, ce que je me demande, c'est à quel point la perplexité ambiante en Italie, quand on a évoqué le nom de Pirlo comme étant certain d'être le nouveau sélectionneur, a pu jouer chez Malago. Parce qu'en réalité, c'est pas simplement de nommer un nouveau sélectionneur comme la France a nommé un nouveau sélectionneur, comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est presque plus similaire à l'Italie, mais comme d'autres pays nomment un nouveau sélectionneur. En fait, là, il y a un tel désamour entre ce qui représente le football italien de manière générale et les passionnés de football italien. Il y a une telle baisse de la cote de popularité de la fédération, de la sélection nationale italienne, des internationaux italiens auprès de la population italienne de manière générale, et que toi, tu veux lancer un nouveau projet. Est-ce que Malago s'est pas dit attends, donc là, les clubs sont pas contents, donc la Lega Serie A pas contente,
l'environnement médiatique pas hyper satisfait, les passionnés de foot ultra perplexes, comme tu l'as évoqué, sur l'arrivée d'Andrea Pirlo. Est-ce qu'on va réellement commencer un nouveau projet avec cette ambiance-là, où c'est entre perplexité, colère, incompréhension? Est-ce qu'on va vraiment commencer notre nouveau projet qui est ultra important avec ça? Et moi, je me demande si c'est pas ça qui a déterminé plus que l'histoire Fonbet ou ça peut exister. Hein. Moi, je comprends les réserves. Tu représentes l'Italie. L'Italie a des accords avec l'Ukraine, comme de nombreux pays, enfin comme la majorité des pays européens, en tout cas de l'Union européenne. Je comprends que ça mette un peu mal à l'aise ça. Mais moi, je me demande si la réelle raison de Malago, c'est pas plutôt de se dire, waouh, je pensais pas en fait que Pirlo allait susciter autant de perplexité. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'officiellement, la version publique, on va dire, c'est Fonbet, parce qu'il y a ce lien qui existe et qui devrait pas exister. On peut même préciser que Andrei Shevchenko, qui était l'un des coéquipiers de Pirlo, lui parle plus depuis. Et il est en froid quand même depuis qu'il on va dire qu'il est ambassadeur global de Fonbet, donc depuis octobre 2025. On rappelle aussi que Pirlo était entraîneur et toujours entraîneur du Dubai United. Là encore, hein, il y a des liens. La promotion en un an, Guillaume, de la D2 Emirati, parce que je crois quand il arrive Dubai United en D2, en un an, tu passes de la D2 Emirati et il y a des liens avec un oligarque russe, pardon, assez célèbre. Donc voilà, il y a des liens quand même qui font tâche et qui légitimement font polémique et insurgent en Italie. Et on sait que quand le monde politique s'en mêle, ça devient toujours compliqué en Italie. Mais c'est évident, si tu me demandes est-ce qu'au fond Malago était convaincu du choix Pirlo, je te réponds que non. Pour moi non. Au fond, lui savait très bien que se présenter avec un nouveau projet de 8-10 ans avec Andrea Pirlo sur le banc, forcément ça interroge, forcément c'est étonnant. Ouais, mais même Guillaume, c'est là qu'il y a un truc bizarre. C'est que quand tu nommes Paolo Maldini et Leonardo, tu discutes pas de ça avant? En tout cas, tu sais que de toute façon, Maldini, il est comme ça. Il l'a toujours été. Il a été, depuis qu'il est dirigeant en tout cas, il a été à l'AC Milan, il a été avec l'équipe d'Italie très peu de temps, 16 jours, mais il l'a été. Paolo Maldini, il a ses idées, il est convaincu des choix qu'il fait et on va dire qu'il est allergique au compromis. Voilà, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et si tu lui dis non sur certaines choses, cette posture, en tout cas dans sa posture de dirigeant, et je sais que beaucoup m'en ont parlé dans le sens, c'est un aspect qui pourrait progresser parce que malheureusement, quand tu viens aussi à la FIGC, tu le sais que tu as des compromis à faire. Alors, je suis d'accord avec toi, ils ont dû en parler du sélectionneur au moment de négocier. Et je pense que Malago a promis une autonomie, on va dire quasiment totale à Paolo Maldini. Et Maldini, normalement, c'est ce qu'il demande tout le temps. Et je pense que Maldini a rapidement vu qu'il ne l'aurait pas parce que tout le monde s'en mêle, parce que tout le monde dit oui ou non, et que Malago subit évidemment des pressions parce que la nationale, entre guillemets, elle appartient à tout le pays. Et donc oui, Fonbet, c'est évidemment, pour moi, on pourrait dire que c'est un prétexte, mais c'est un prétexte qui est légitime. Donc je pense que dans ta version à toi, Johan, où tu dis, bah, au fond, est-ce que Malago était vraiment convaincu du choix de Pirlo? Moi, je pense pas. Je pense pas. Et forcément, après Maldini et Leonardo, ils disent, bah voilà, on s'en va. Après, mais c'est quand même une énorme limite de Maldini, moi, je crois. Parce que ouais. Le côté, comme tu l'as évoqué, aucun compromis, c'est moi qui décide de tout. Il y a même un côté un peu égocentrique de je connais mieux le foot que vous. Alors, potentiellement, pourquoi pas, hein, parce que c'est un mec qui a connu, qui a traversé les décennies dans le foot en tant que joueur, qui a été aussi dirigeant, donc il a vu quand même beaucoup de choses et il a de l'expérience à ce niveau-là, même si, bon, le côté homme providentiel, j'ai toujours un peu de mal avec ça. En réalité, tu peux pas réclamer d'être au cœur de projet, club ou sélection si tu penses que tu sais mieux que tous les autres et que tu veux être le seul homme à décider. En fait, le foot, il marche plus comme ça, même en club. Et c'est pour ça que ça ne marchait plus à Milan. C'est que le côté, moi, je viens pas aux réunions parce que j'en ai rien à faire et que moi, je pense que ce que vous allez dire en réunion, c'est pas intéressant parce que moi, je connais mieux le foot que vous. Les joueurs que vous me recommandez,
bah en fait, ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai l'œil et je connais mieux que vous les joueurs dont Milan a besoin. Bah ça ne pouvait plus marcher. Et on dit souvent avec les propriétaires étrangers, mais même avec les propriétaires italiens, ça marche plus ça. Ça, c'était le football à la Berlusconi, Galliani qu'il a beaucoup connu. Et c'est un peu le problème, tu sais, quand on évoquait un peu les champions du monde 2006. Ouais. Tu sais, la dernière fois, j'étais déjà dans le podcast sur Pirlo, je crois. Tu sais, on a eu cet échange-là où on disait, en fait, il faut qu'ils se mettent à la page. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui te disent que c'est encore Lippi, leur référent, c'était il y a 20 ans, quoi. 20, 30 ans, Lippi, entre la Juve et la sélection nationale italienne. Donc ça a changé, il faut évoluer, il faut regarder ce qui se fait ailleurs quand tu es entraîneur, mais aussi quand tu es dirigeant. Il faut comprendre aussi l'évolution du foot et que tu peux pas décider de tout. Et ça, moi, le côté... franchement, ça, tu sais que j'ai toujours eu un peu de réserve sur Maldini pour ça. Et que je comprenais un peu pourquoi Milan n'en voulait plus, même si je trouvais la méthode assez lamentable. Cardinal à l'époque parlait de one man show. Voilà, exactement. La méthode était, enfin, je trouve que la com a pas été bonne, comme globalement la com de Milan depuis très longtemps maintenant. Mais moi, ça me gonfle un peu le. En fait, t'as envie de lui dire, attends, t'es venu travailler pour la sélection ou t'es venu travailler pour ton ego? Parce que là, en gros, c'est un peu caca nerveux, quoi. Ah, vous voulez pas Pirlo? Parce qu'en plus, ça serait Guardiola, tu vois. Ou on te refuse Guardiola. Tu peux dire, ah, quand même, les gars, c'était Guardiola, il amène Guardiola sur un plateau. Là, on parle d'entraîneur du Dubai United, quoi. Et c'est là qu'il se tire une balle dans le pied. Quand en conférence de presse, tu confirmes que tu veux Guardiola, bon, ce qu'on avait compris dans la presse, tu peux pas te présenter avec un plan A, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti, parce qu'ils l'ont avoué, ils l'ont contacté, et un plan B, Andrea Pirlo, et un plan C où il n'y a rien. Ça peut pas être, il peut pas y avoir un écart aussi grand. Donc déjà, le projet Pirlo en soi était très étonnant. Et il y avait beaucoup de doutes légitimes, parce qu'en plus, on en a parlé la dernière fois dans le podcast où on disait, bah, Pirlo et Maldini sont très proches, et je le rappelle que Maldini avait voulu le recruter au poste d'entraîneur. Ils avaient passé Pâques ensemble en 2023, juste avant finalement le départ de Maldini, le licenciement de la part de Gianni Cardinal. Et Maldini voulait déjà ramener Pirlo à Milan sur le banc à la place de Stefano Piroli. Et finalement, Maldini est parti, Pioli était resté avant de partir l'année d'après. Mais ouais, il y avait déjà une sorte de copinage, on l'avait dit, hein, il y avait une levée de bouclier, pardon. Et c'est vrai que, en fait, moi, la presse, qui s'étonne encore parce que quand c'est à Milan, c'est, bah, il a bien fait, il n'avait pas l'autonomie nécessaire. Et quand c'est national, eh ben, on s'insurge, on dit, mais oui, mais pourquoi? Mais Maldini, il est comme ça, à prendre ou à laisser. Et oui, pour moi, c'est une limite qu'il a en tant que dirigeant, c'est de pas parfois faire le dos rond, faire des compromis. C'est une phrase qui a sorti hier dans le Corriere della Sera qui disait, bah oui, il est allergique aux compromis, comme je le disais juste avant. J'entendais à la radio Marco Fassone, qui est un dirigeant assez avisé en Italie, qui a été à l'Inter, à l'AC Milan, qui disait, bah, le connaissant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a ses idées, qui a sa ligne directrice, et si tu la suis pas à un moment, et ben lui dit stop. Et il n'a pas hésité à dire stop au bout de 16 jours. Voilà, et donc il a compris qu'il n'avait pas les mains libres, qu'il avait les pieds et poings liés selon lui. Donc tu lui dis non à Pirlo, et ben lui dit ok, bah si c'est ça, moi je m'en vais. Donc moi je suis pas étonné, parce que j'avais compris que quand Pirlo allait pas être nommé, en tout cas lui et Leonardo partiraient. Je pense que c'est une limite qu'il va devoir corriger. Alors je dis ça du haut de, on parle quand même d'un joueur qui a 900 matchs avec entre la sélection, l'AC Milan, qui est une légende du football. Donc Dieu sait, je ne donne pas des leçons, mais vu d'extérieur, en tout cas, en Italie, on dit d'être dal mio piccolo. De mon petit point de vue, à force, j'ai l'impression qu'il va se fermer des portes, Maldini, de pas vouloir. Tu sais, il y avait eu l'histoire avec Fenerbahçe aussi, proche du nouveau président ou quelque chose comme ça, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui lui avait pas plu. Bon, bah finalement, je vais pas Fenerbahçe, tu vois. C'est toujours un truc comme ça. Donc, d'un côté, il réclame d'être utilisé pour son expérience, pour sa vision, et encore une fois, c'est valable, tu vois. Moi, je suis pas en train de dire que c'est pas un mec compétent. Oui, en plus, mais simplement, il champion d'Italie avec l'AC Milan. Voilà, il va difficilement s'inscrire dans une logique de dirigeant aujourd'hui avec des propriétaires parce que le zéro compromis n'existe pas. Par exemple, à l'AC Milan, pour résumer, c'était Cardinal est arrivé, la manière dont a été viré Maldini, on peut le dire, hein, c'était quasiment dégueulasse, parce qu'un communiqué de 3 lignes, un rendez-vous un matin pour un petit déjeuner, 15 minutes en lui disant bah, t'es viré, bon, il dit quand même le des façons côté de faire, one man show et tout. Voilà, mais en gros, c'était
Cardinale arrive, il a dit, bah voilà, maintenant on bosse en team, donc on va dire collégialement avec plusieurs têtes pensantes. Et Maldini lui disait, bah non, moi j'ai Ricky Massal, on Je forme un suis la duo qui tête pensante. fonctionne. Voilà, on est un duo qui fonctionne. Moi, je ne veux pas perdre du temps à parler avec 5, 6, 7 personnes. Donc, il y avait vraiment deux visions différentes et qui avait fait que Maldini, finalement, avait été, on va dire, remercié par Cardinal. Et là, bah voilà, on retrouve un peu ce. Même si c'est pas tout à fait pareil, ou dans le sens, voilà, là, c'est vraiment le côté, bah voilà, il sentait que l'autonomie promise n'y était plus et que de toute façon, son projet de 8-10 ans, selon ses termes, il n'arriverait pas à le tenir parce qu'il y avait trop de choses arrivées d'en haut. D'en haut, c'est la politique, c'est la Lega Serie A, c'est plein de pressions qui arrivent de partout. Et donc, il a dit, bah voilà, je préfère arrêter là, mais voilà, c'est dommage, c'est une mauvaise image renvoyée par toute l'Italie dans le monde entier parce que l'affaire, quand même, a fait parler un peu partout, hein. Il y a eu des répercussions, on l'a vu en France, on l'a vu ailleurs. Donc voilà, c'est dommage. Et c'est encore une fois une triste page écrite du foot italien parce que 16 jours d'un projet qui devait durer 8-10 ans, c'est quand même assez triste, quoi. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que quel que soit le projet que tu essayes de monter, quel que soit le constat qui est partagé par, on va appeler ça, toutes les familles du football italien, quand il s'agit de se mettre d'accord, c'est impossible. C'est vraiment une constante en Italie. Ça n'a jamais été possible de réunir à la fois la FIGC, à la fois la Lega Serie A, à la fois le football amateur, à la fois l'association des joueurs, l'association des entraîneurs. C'est impossible, association syndicat. C'est impossible, même quand parce que tout le monde est OK sur le constat de dire bah le foot italien ça va pas. Ils l'ont tous fait. C'est pas normal de pas faire 3 mondiaux d'affilée. OK, mais quand il s'agit de créer un projet, c'est encore chacun sa petite vision dans son coin. Quel bénéfice je vais pouvoir tirer de si on met telle personne et pas telle personne. Et c'est pour ça que le foot italien n'avance pas. Et c'est pour ça que mine de rien, quand tu vois encore aujourd'hui, on va passer à Roberto Mancini maintenant. Quand on voit que la Lega Serie A n'est pas hyper satisfaite de l'arrivée de Roberto Mancini parce que son candidat c'était Antonio Conte, t'as envie de leur dire, ça vous dirait pas juste de vous mettre derrière Roberto Mancini et de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis l'avenir du football italien, ça passe pas que par le sélectionneur national. Ça vous dirait pas de bosser sur votre secteur jeune, de travailler sur votre académie, de développer les infrastructures, de renouveler vos idées. C'est ça ce qui est important parce que moi, ce qui m'a un peu agacé là dans tout ça, c'est que on s'est concentré sur le Chiti, le sélectionneur national. Mais si on pense que les problèmes du football italien, c'est que le Chiti, c'est problématique, tu vois, encore une fois. Et Malago le disait notamment à des journalistes hier dans la conférence de presse qu'il a faite. Il dit, moi, j'ai vu aussi certains d'entre vous qui, après la non-qualification de l'Italie, disaient, faut réformer le football italien, faut tout refaire, etc. Mais par contre, 2 mois après, c'est, mi raccomando, hein, la National League, hein. C'est ça, en fait. Même les journalistes l'écrivaient aussi, ça. C'est, attention les gars, hein, il y a la National League qui arrive. Hein. Il faut être performant. Mais attendez, il est où le projet à long terme? Là, d'un seul coup, votre seule Préoccupation. ouais, voilà, préoccupation, ça devient la Nations League. Donc ça y est, vous êtes reparti sur tout ce que fait l'Italie en permanence, c'est le court terme, et vous oubliez tout ce qui doit être retravaillé sur un projet long terme. Et Malago, là-dessus, il a raison. Et Roberto Mancini, on va passer à lui, encore une fois, la Lega Serie A se disait, nous, on aurait préféré Antonio Conte. Parce qu'ils estiment que sur le court terme, Antonio Conte aurait fait mieux que lui, et surtout, il a des liens avec plusieurs présidents propriétaires de clubs bien plus développés que Roberto Mancini, avec en plus Roberto Mancini, qui, quand il a quitté la sélection, ça avait évidemment pas plu à toutes les familles italiennes, et ça a raison, Guillaume. Mais pour finir sur Pirlo, en tout cas, Maldini et Leonardo, ils avaient envie un peu de rompre le modèle traditionnel avec un profil plus jeune, entre guillemets un peu plus moderne. Mais c'est vrai que vu de haut, en tout cas, ça ressemblait quand même à une folie de vouloir donner Pirlo, alors qu'il n'y avait quand même pas grand-chose. Tu vois, j'aurais peut-être un peu plus compris Thiago Motta dans l'idée de quelque chose Oui, je suis d'accord. de nouveau, de neuf, ou de... En tout cas, voilà, eux, ils se sont présentés avec ce projet-là et forcément, ça avait suscité des crispations. Donc voilà, parenthèse refermée, mais triste, très, très, très triste page pour le football italien et ça restera quand même dans les annales on va dire cette quinzaine entre l'annulation de Maldini et le fond de bad gate de Pirlo et qui finalement pas nommé. Bref, voilà, c'était une page assez triste. Et pour revenir
Sur la Lega Serie A, oui, c'est vrai que les présidents étaient pas pour la nomination de Mancini, ils étaient pour Antonio Conte. Ils n'ont pas aimé la méthode aussi de Malago, qui a fait un peu tout dans son coin, parce qu'on sait aussi, et ça, Johan, faut le dire, c'est que Mancini et Malagos sont deux amis, ils sont assez proches, ils se voient souvent à Rome, ils sont dans le même cercle. Je crois que c'est le Roma Niente, où voilà, c'est un cercle privé de Rome, où il y a plusieurs activités sportives, D'influence. voilà, d'influence, où c'est un cercle très privé, où il faut avoir de l'ancienneté, des naissances assez hautes placées. Donc voilà, ils se fréquentent là-bas, ils mangent souvent ensemble. Donc à la fin, Malago, il a sifflé de la fin de la récréation, il a dit, voilà, je mets les gens que je pense être les plus légitimes. Dès le début, il a voulu nommer Mancini, il avait accepté Pirlo, mais il n'était pas convaincu. Voilà, il a écarté la piste Pirlo pour la raison qu'on a dite, et il a dit, bah voilà, maintenant, je décide. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Maldini dans son dernier tête-à-tête. Il nomme Roberto Mancini Citti parce que c'est ce qu'il estimait le plus cohérent. Et il nomme, on en parlera après, de Claudio Ranieri au poste de directeur technique. Alors les deux seront en conférence de presse mercredi soir, donc on va voir aussi ce qu'ils vont dire. Guillaume, est-ce que pour toi, là tu viens de dire pour Malago c'était le plus cohérent. Est-ce que pour toi c'est le plus cohérent? Alors, je vais commencer par les bons points parce que voilà, je vais essayer d'être Non, il faut optimiste. déjà commencer par me dire si c'est le plus cohérent ou pas. Le plus cohérent, non. Le plus cohérent, non, parce que moi, j'ai jamais digéré de toute façon la manière dont est parti Roberto Mancini. Moi, j'ai pas aimé la façon, Envoyer le un fond et fax la, depuis Mykonos. voilà, le fond et la forme, j'ai pas aimé. Après, je reconnais que dans tout ce qui s'est dit ces dernières semaines, finalement, Mancini, c'est pas, on va dire, entre guillemets, le plus pire, mine de rien, parce qu'il a lancé, je crois que 57 joueurs, il a pas peur de lancer des jeunes, on a souvent parlé, toi et moi, Johan. Il y a beaucoup de bons points, hein. C'est une Italie qui a gagné l'Euro en 2021, c'est une Italie qui jouait bien, c'est un profil qui peut être cohérent, c'est vrai, mais je trouve tu vois, Malago, il oublie assez vite quand même la façon dont il est parti. Tu vois, Roberto Mancini, il était à Mykonos. L'Italie jouait 2 matchs contre la Macédoine et l'Ukraine un mois plus tard, en septembre 2023, du coup, pour les qualifs de l'Euro. Et il s'en va un mois avant en disant, bah voilà, moi je m'en vais. Alors oui, c'est vrai, il y avait des désaccords dans son staff, il y avait beaucoup de Avec choses qui n'allaient Gravina pas aussi. avec Gabriel Gravine, mais la veille, il s'était appelé, Mancini n'avait rien dit à Gravine, et il avait dit non, non, mais moi je pars pas pour l'Arabie Saoudite. 15 jours après, il signe là-bas pour quasiment 25 millions d'euros par an. Voilà, moi Alors, quel aurait été ton. Alors, je te dis, pour moi, c'est le choix le plus cohérent avec les noms disponibles actuellement. Toi, ça aurait été Antonio Conte, du coup? moi, j'ai toujours eu. En fait, je trouve ce qui est hyper difficile, c'est de trouver le bon point entre, tu l'as dit, Ouais. tout réformer, parce qu'il faut tout réformer, de A à Z, et les résultats que tu dois avoir à court terme, parce que l'Euro c'est bientôt, la Coupe du Monde c'est bientôt, donc en fait tu dois avoir un équilibre entre le long terme et le court terme, parce qu'il faut quand même des résultats immédiats et il faut tout réformer depuis le début. Donc qu'Antonio Conte Mais soit pas trop timide, est-ce que Mancini t'a pas montré que ça pouvait être lui le meilleur accompagnateur d'un projet comme ça, notamment sur le côté, ce que tu as évoqué, les jeunes qu'il a fait débuter, parce que je me suis noté quand même. Donc il y a 105 joueurs qui ont été appelés sous Roberto Mancini lors de son premier passage. 91 ont joué sur les 105. 57 débutants, tu l'as évoqué. Dans les débutants, il y a quand même Samuele Ricci qui est à Empoli à l'époque. Et pour appeler un joueur d'Empoli en Nazionale, c'est pas si simple que ça. On a Nicolo Zaniolo qui l'appelle avant même qu'il joue en match officiel avec la Roma. On a Scalvini qui a même pas 20 matchs en Serie A. On a Fagioli qui sort d'une saison en Serie B. On a Matteo Retegui qui joue encore en Argentine. On a Davide Fratesi après une saison à Sassuolo. On a Wilfried Gnonto alors qu'il évolue seulement à Zurich ou Lugano, je ne sais plus trop, en Suisse. Et on a Buongiorno qui sort d'une saison et demie au Toro. Tu vois, j'ai pris quelques exemples comme ça pour montrer que, bon, je ne parle pas de Pafundi parce que je trouve que Pafundi, il a eu le côté, je prends Pafundi, ensuite j'en mets, je ne sais plus si c'était 10 autres pour les titulaires ou j'en mets 25 autres. Mais ça l'a desservi ça au fur et à mesure. Même si Pafundi a joué un match finalement. Et tu vois, moi je pense que c'est un entraîneur avec ce profil-là
qui est capable de, ouais, je prends un joueur d'Empoli et je le lance. Et j'estime qu'il est bon et qu'il faut le lancer. Ça, Antonio Conte en est incapable. C'est pour ça que moi, j'étais absolument contre, parce que c'est pas sur les performances à court terme. J'étais persuadé que Conte pouvait bien travailler et bien le faire. Mais en fait, comme tu l'as dit, il faut un mix des deux. Et Conte, pour moi, il penchait trop d'un côté, c'est-à-dire le résultat à court terme, et ne pas avoir de vision à long terme, parce que de toute façon, la vision à long terme chez Conte, ça a toujours été 2 ans dans un club, ou même en sélection lors de son premier passage. 3 ans à la Juve, mais sinon, c'est 2 ans depuis pas mal de temps. Roberto Mancini, pour moi, c'est le bon équilibre. Je pense que Thiago Motta, pour moi, était un bon équilibre aussi. Peut-être un peu plus sur le côté jeune, moins résultat immédiat. Peut-être que la balance était légèrement déséquilibrée comme ça. Et ensuite, pour moi, je n'en voyais pas 50 000 autres. Tu vois. On a évoqué Raffaele Palladino. Quelle garantie te donne sur les deux côtés, quoi? Tu as le profil de Deschamps aussi qui avait été mentionné, mais très très peu en Italie quand même. Ça en parlait plus en France. C'était plus un fantasme français, ça. Ouais, voilà. Mais le profil de Mancini, c'est pour ça que je voulais commencer par les bons points, parce qu'il coche beaucoup de cases. Mais il faut pas oublier aussi, Johan, que Mancini, c'est aussi la Macédoine du Nord. C'est son départ qui s'est mal passé. C'est une fin de cycle compliquée. Mais les bons points, c'est aussi une série d'invincibilité de 37 matchs. Donc, si on parle de compromis, pour le coup, on en parlait pour Paolo Maldini, si tu me mentionnes les bons points et les mauvais, c'est vrai que Mancini, il coche. Bon, on peut dire qu'on retombe quand même plutôt pas mal dans l'idée de ce qui nous a été proposé. Après, il va falloir aussi parler du duo avec Claudio Ranieri. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais finalement, tu vois, Mancini, c'est aussi un peu de copinage, finalement. Parce que Malago appelle la personne qu'il avait toujours imaginée, la personne dont il est le plus proche. Le fameux aussi ambiente romano, parce que Malago, il fait plus partie de l'environnement romain que l'environnement milanais. Finalement, il a plus penché avec le duo Mancini qui est de Rome. Et finalement, tu as Mancini à Lazio, entre guillemets, et Claudio Ranieri. Oui, c'est ça, Malago, il est de la Roma plutôt, lui. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, dans l'idée. Mais en tout cas, oui, Mancini, dans le profil pas trop jeune avec de l'expérience, qui lance des jeunes, qui fait bien ses équipes, c'est vrai que l'idée est pas mal. Mais il va falloir quand même qu'il s'explique sur son départ, il va falloir qu'il se fasse pardonner quand même beaucoup de choses. Et la Macédoine du Nord, c'est quand même une grosse tâche dans son CV. On rappelle que c'était quand même à Palerme. Alors oui, tu te dis, normalement, tu dois pas être là avec 2 pénaltys de Jorginho. Il pourra toujours te répondre ça. Évidemment. Et finalement, même des 3 barrages. In fine, c'est la Macédoine du Nord. C'est la Macédoine du Nord à domicile. Mais c'était un match assez maudit parce que finalement, la Macédoine du Nord fait une frappe. On va pas revenir dessus, on va pas se faire du mal. Mais on va dire dans le marasme, dans le chaos ambiant, pourquoi pas? Mais encore une fois, ça reste du réchauffé, mais comme l'aurait été Antonio Conte. Hein. Tu rappelles l'entraîneur que finalement, tu veux te qualifier à une Coupe du Monde en rappelant l'entraîneur qui ne t'y a pas qualifié finalement il y a 4 ans. Il y a des bons points et des mauvais, donc je suis curieux de savoir aussi ce qu'en pensent les youtubeurs et ceux qui nous écoutent. Dites-nous si vous auriez... Quel aurait été leur choix, ce qu'ils pensent de Mancini, et ce qu'ils pensent de Ranieri aussi. Et j'ai regardé un sondage de la Gazette avec plus de 20 000 votants, je crois hier, il y en avait 23 000, où quand même le non, êtes-vous pour le retour de Mancini ou non, le non l'emporte à 83% sur un échantillon de 20 000 personnes. Donc ça reste quand même assez important. C'est important, oui. Donc voilà, il y a vraiment des arguments pour et des arguments contre. Hein. Moi, je suis totalement ouvert au débat. Je n'étais pas contre sa nomination, mais je t'avoue que la manière dont il est parti, sa façon de claquer la porte, d'abandon quand même de la nationale, qui avait vraiment 2 échéances hyper importantes un mois plus tard contre la Macédoine et l'Ukraine. Voilà, il y avait le timing qui n'était pas bon, les raisons, il y avait beaucoup de choses. Et quand tu veux recréer une dynamique autour de la sélection et que tu rappelles quand même quelqu'un qui te l'a abandonné du jour au lendemain pour partir en Arabie Saoudite et gagner beaucoup d'argent, c'est facile de revenir en sélection après avoir touché 25 millions d'euros par an en Arabie Saoudite, avoir touché, peut-être pas autant au Qatar, mais il a quand même entraîné à Al-Sadd après. Voilà, tu vois, même moi je suis tiraillé. Il y a mon oui qui me dit allez quand même, et puis le non qui dit ouais, mais n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais dans le sort de compromis, comme tu disais, je peux comprendre l'idée. Ceux qui me disent finalement, c'est peut-être pas si mal par rapport à ce qui nous était proposé. C'est vrai, ça, je peux être d'accord là-dessus. Et alors, notre ami Claudio. Autre Romain. Ranieri. Autre Romain, Testaccio. Romano Doc, pour le coup. Hein, vraiment, exactement. Le vrai Romain. Directeur technique. On sait que c'est un poste stratégique où ça nécessite une réelle vision. C'est lui qui est quand même censé impulser la direction technique
nationale. Et donc, comment on répond aux exigences du football moderne, ce qu'on met en place dans les catégories de jeunes, ce qu'on met en place au sein de la sélection A. 74 ans. Sauf qu'il y a un troisième nom qui va être nommé, Johan, hein, pour les sélections Ouais. jeunes, hein, qui va superviser un peu ça. Donc, à mon avis, de ce qui file dans la presse, ce sera Gianfranco Zola. En tout cas, c'est le favori pour le poste. Ou sinon, il y a le nom de Beppe Bergamo, ce qui revient pour, on va dire, compléter la triade Mancini, Ranieri et une troisième figure qui supervisera les équipes jeunes, qui aura son avis. Voilà. C'est toujours Vichy qui sera Oui. qui aura le poste de directeur technique des équipes de jeunes. Mais même Malago savait pas trop comment l'expliquer, hein, le rôle de la troisième personne. Donc ça va être Il a dit un nom à l'arrivée. Voilà, un nom entre Ranieri, directeur technique global, et Vichy qui s'occupe des sélections de jeunes. Mais globalement, alors le Nono, on l'aime tous. Hein. C'est lui, tu fais n'importe quel sondage en Italie, il y a toujours que du positif sur lui parce que c'est une personne qui a l'air vraiment génial, vraiment à côtoyer, qui a fait des choses dans sa carrière d'entraîneur absolument incroyables aussi, qui est passé par plusieurs pays. Et moi, j'espère vraiment que ce qu'il a pu voir en Angleterre, ce qu'il a pu voir en Espagne, ça aura une influence sur sa réflexion globale de comment les choses doivent être menées au sein de la fédération. Mais ça reste quelqu'un de 74 ans qui, lors de ses dernières expériences d'entraîneur, n'avait pas une vision spécifique à long terme. C'est pas pour ça qu'on l'appelait non plus. Oui. Donc, il y a un côté, là aussi, quand on cherche de la cohérence... Tu es sur un profil différent de Maldini Leonardo, pour le coup. Hein. Tu es sur un profil plus docile, qui acceptera plus de choses... qui se font plus dans l'ambiance, enfin on va dire dans l'environnement de la FIGC. Oui, c'est sûr. Comme tu dont le poste de directeur technique à la Roma, enfin c'était pas vraiment directeur technique, c'était conseiller spécial des Friedkin, a pas été une expérience incroyable avec Gasperini. Voilà, c'est vraiment on part sur un tout autre projet, donc je suis pas certain que ce sera lui qui sera à l'impulsion d'une réforme dans les sélections jeunes. Je sais pas. C'est un duo. T'es perplexe quand même. Hein. Oui, je suis perplexe parce que avec les jours qu'on vient de vivre quand même, c'est dur de pas l'être. Et le duo Mancini, tu vois aujourd'hui le qualificatif qui revient le plus en Italie dans la presse pour qualifier ce duo, c'est la strana coppia. Donc tu vois le duo assez étrange, le duo assez bizarre. Ouais, donc là pour le coup, on est sur le projet Malaga. Voilà, là il assume, il a nommé ses hommes. Ranieri c'est lui, Mancini c'est lui, il part avec ses hommes et on verra bien ce qu'il décidera. Mais c'est sûr que Ranieri, voilà, c'est un tout autre profil qu'un duo qui était plus, alors oui, évidemment plus jeune et qui avait une vision quand même. Maldini a parlé d'un projet de 8-10 ans, c'était énorme. Et c'est ce qu'il faut en réalité pour. Mais bien sûr, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, mais est-ce que Ranieri parlera d'un projet à long terme comme ça? Je ne suis pas certain. Parce que tu as aussi cette épée de Damoclès de il faut tout refaire de A à Z et quand même aller à la Coupe du Monde 2030, faire l'Euro 2028. Il y a les qualifications qui arrivent, la Ligue des Nations, voilà, qu'il faut quand même honorer, mine de rien, parce qu'il y a quand même des résultats en jeu. Puis il y a surtout l'histoire de coefficients, ensuite pour les tirages au sort des grandes compétitions. Mais c'est sûr que Ranieri, oui, c'est un nom aussi qui était là depuis quelques temps, qui circulait. Quand on en a discuté, Guillaume, petit rétro-chaîne entre nous sur notre groupe WhatsApp, je te disais, moi, c'était, je sais plus, c'était ce week-end, je crois, je te disais, je sens Ranieri Chiti, provisoire en attendant autre chose, gros comme une maison. Bon, finalement, il est directeur technique, il n'est pas Chiti, ce qui aurait été une dinguerie absolue. Mais tu sais, après, si je te demande qui est directeur technique à la FFF, à la Fédération espagnole, en soi, les noms, on va dire d'accord, mais tu vois, la Fédération espagnole, nous, à l'étranger, on ne connaît pas forcément les noms. On connaît Luis de la Fuente qui est sélectionneur. Et, c'est tout un modèle qui. Mais nous, c'est vrai qu'en Italie, on est attaché aux figures, aux noms, il faut la personne. Mais en soi, que ce soit Malaga, que ce soit. Le problème, alors oui, évidemment qu'il faut des noms importants, imposants, qui ont des idées, qui ont un style. Mais à la FFF, à part Philippe Diallo, le président, tu vois, bon, les DTN, tu vois.
Il y a beaucoup de têtes qu'on ne connaît pas aussi ailleurs qui ont refait un modèle, qui reforment un peu les choses. Nous, voilà, on part sur cette triade de Ranieri, Mancini et peut-être Zola. C'est sûr qu'on est vraiment sur deux projets. Yann, si on prend un peu de la hauteur, tu avais le projet Pirlo, Leonardo, Maldini. Et là, tu as le projet Ranieri, Mancini, Malago. Alors, Malago était aussi dans l'autre, mais on est quand même sur deux choses totalement aux antipodes. Hein. C'est deux projets totalement différents. Enfin, et d'ailleurs, pour moi, c'est assez. Ça illustre plutôt bien ce qu'est l'Italie. C'est que certains qui ont des idées sont rarement ceux qui gagnent à la fin. C'est que il y a toujours ce côté. On voudrait du changement, mais jamais on applique ce qu'il faut pour avoir ce changement-là, quoi. On revient toujours quelque part au point de départ. Ils veulent pas le changement. Il a dit ils veulent pas le changement. C'est ce qu'il a dit. En tout cas, en coulisses. Hein. C'est ce qu'il a fait dans la presse. Il a dit. Mais on l'imagine bien le dire. Ok, oui, vous voulez pas Pirlo. Bon. Alors après, il y a le nom de Mota qui avait filtré, mais finalement, apparemment, il n'y avait pas. C'était un peu. Ouais, voilà, c'était un peu. Un peu désespoir. Ouais. Mais en tout cas, Maldini, en partant, oui, aurait dit, bah voilà, de toute façon, vous voulez pas changer, bah écoutez, débrouillez-vous, restez dans votre, voilà, et nous, on s'en va parce que de toute façon, ici, ça bougera pas. Parce que c'est sûr que Pirlo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, j'étais pas forcément pour, j'ai pas fait des sauts au plafond quand je l'ai su, mais il y avait au moins ce mérite de vouloir rompre un peu les codes. Dans l'idée, en tout cas, de base. Moi, j'étais pas pour, mais c'est sûr que c'était un profil à former, à police, enfin, tu vois, un profil un peu made in Fidici. Avec Leonardo et Maldini. Mais pour moi, ça restait quand même une folie de le nommer parce qu'il n'y avait pas assez. Il faut quand même un minimum, tu vois, d'expérience. Tu vois, alors Maldini, j'aurais plus compris, tu vois, un peu à l'image. Pareil. Tu vois. Pourquoi pas et ce qui est fou, c'est qu'il a jamais été dans la discussion pour être le nouveau Chitti. Non. Il était très... Et notamment, on en revient aux questions d'ego de la Serie A, de la Lega Calcio, qui ne voulait absolument pas Baldini parce qu'il avait été un peu sévère, tu sais, quand il avait pris les 2 matchs, où il a expliqué ce qui n'allait pas dans le football italien, et ça passait aussi par les clubs, par les dirigeants de clubs, par le manque de vision des dirigeants de clubs, etc. Donc forcément, eux, ils n'ont pas trop apprécié. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça montre aussi que t'es pas vraiment ouvert à la critique, qu'elle soit positive, disons à visée positive d'un Baldini, parce que c'était pour améliorer ce qui se passe dans le football italien, mais que, encore une fois, l'ego prend le dessus. Et plus tu montes les étages, plus tu te cognes. Parce que, à un moment, la politique est là, parce que tu as la Lega Serie A qui est là. Bon, la Lega Serie A aussi, elle aurait pu donner une semaine pour l'équipe de Gattuso. Hein, ça n'aurait pas été mal pour préparer le barrage contre la Bosnie. C'est toujours ce paradoxe-là. Donc oui, mais c'est l'Italie. C'est l'Italie des compromis, l'Italie où il faut arranger tout le monde, il faut le nom sponsoring Mancini, sponsoring Conte, il faut... Donc à la fin, Malago a tranché pour sa vision. Est-ce que elle vous convainc ? Moi, je vous pose la question. Nous, forcément, on a quelques doutes. Mais en tout cas, dans l'idée... Qu'est-ce qui... Alors, pour moi, il y a une seule coop, il y a un seul duo qui aurait amené aucun doute sur... Enfin, comment dire ? T'as jamais de certitude dans le foot, mais ça aurait pas amené de doute sur le bien fondé du choix de ces deux personnes-là. Pour moi, ça aurait été Maldini, Leonardo, je compte en un, et Guardiola. Pour moi, t'aurais levé à peu près tous les doutes. Mais quel que soit, parce que même on évoquait Ancelotti. Moi, Ancelotti, je comprends pas, tu vois. Même d'avoir essayé, tu vois, encore une fois, Guardiola, Pirlo, Ancelotti. Quelle est la cohérence, quoi ? Et c'est pour ça que quand je te disais que Maldini s'était tiré une balle dans le pied aussi, j'ai re-regardé sa conférence de presse hier parce que j'avais besoin de la voir aussi avec le recul. Et je le voyais, tu sais, tête basse, il laissait beaucoup la parole à Leonardo, il Malago sur le côté un peu avachi. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette conférence de presse. Je l'avais remarqué sur le coup, je l'ai revu hier. Et c'est sûr que quand Maldini balance tout seul le nom d'Ancelotti, alors qu'on ne le savait pas, Guardiola, on le savait plus, et que tu dis plan A, Guardiola, Ancelotti, plan B, Pirlo, tu as du mal à comprendre la cohérence entre les deux. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de... C'est ça qui est assez étonnant. Et dans la presse, on a beaucoup reproché à Maldini aussi ses erreurs de com. Parce qu'en 16 jours, de toute façon, on l'a appris avec le temps, c'est il vient du Milan, donc la com, c'est pas très bon. Quoi. Quand il y a un fiasco pareil,
tout le monde est fautif, que ce soit Malago, Mancini, Malago, Maldini et d'autres. Il n'y a pas un fautif, il y en a plusieurs. Quand il y a un échec aussi retentissant au bout de 16 jours, c'est que voilà, il y a des fautes de tout le monde. Mais c'est vrai que la com de Maldini, quand même, elle a été surprenante. Et de toute façon, Johan, Malago avait tout fait pour le convaincre en 15 jours. Ça veut quand même dire que Maldini, au fond, on l'a rapidement vu, il n'était pas hyper convaincu du projet qui lui était proposé. Il l'a dit en conférence de presse, il avait dit je connaissais pas toutes les ficelles qui avaient un peu attiré dans la Fidici, les rôles, donc il voulait bien comprendre ça. Je pense qu'il a accepté sous la pression populaire parce que tout le monde le voulait et Malagua, je pense, avait su trouver les mots pour lui arracher ce oui. Mais au fond, lui, Maldini, je pense pas qu'il était convaincu et pour partir au bout de 16 jours parce qu'on t'a dit non à Pirlo, honnêtement, c'est qu'au fond, voilà, t'étais pas totalement OK avec le fait de vouloir réformer, on va dire, le foot italien. En tout cas, je pense pas. Voilà pour cet épisode 100% FIGC Nazionale, Malago, Maldini, Pirlo, Leonardo, Mancini, Ranieri et tous les autres. N'hésitez pas à venir nous dire qui vous auriez choisi, d'ailleurs en duo, parce que une fois que le duo était, enfin le trio en l'occurrence, mais directeur technique et sélectionneur national étaient libres, il y a plusieurs combinaisons qui étaient possibles. Quel aurait été votre choix ? Quel aurait été votre choix idéal ? Parce que c'est deux choses différentes entre la réalité et ce qui aurait été l'idéal. Bon, je pense que l'idéal, beaucoup mettraient Guardiola, quoi qu'il arrive. Mais bon, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode, à vous abonner, à mettre le pouce et à liker. Ça doit être la même chose, je crois. Et cliquez sur la cloche pour les notifications, pour les arrivées de nouvelles vidéos. Nous, on va se dire à très vite pour de nouveaux épisodes liés cette fois-ci pas forcément à la FIGC ou à la nationale, mais plus aux clubs qui sont évidemment en plein mercato de leur côté. Merci Guillaume, merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao, ciao.